Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Palantir Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je m'en réserve le droit de me tromper. On en a parlé plusieurs fois. Donc, je pense qu'on a c'est la troisième vidéo sur Palantir. La première vidéo ici, on était à 7 euros, à 7 dollars par là. C'était un prix, on avait un prix à peu près qui n'incluait pas une certaine croissance. Donc, c'était assez intéressant. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 20 euros. Donc, on essaye de voir. Je rappelle ici que ça reste essentiellement ici de la guesstimation. Mais on va essayer de faire le tout assez rapidement. Première chose, revenus. Stabilité ou croissance des revenus? Nous avons des revenus croissants jusqu'au mois de septembre 2023. Ensuite, les marges brutes, est-ce qu'elles augmentent ou bien elles diminuent? On a des marges brutes qui augmentent de plus en plus, à peu près 80%. Laissez-moi vous dire qu'une entreprise qui a 80% de marge brute, il y a de grandes chances qu'elle ait ici des marges nettes assez conséquentes, aux alentours au moins de 20% par là. C'est très rare de voir une entreprise qui a des marges brutes de 80%, de presque 80%, avoir des marges nettes moins élevées que ça. Attention, ok? Donc, on continue. On va comparer les marges EBITDA avec les marges brutes. On constate ici que les marges EBITDA sont à peine de 3,25%. Peut-être que vous ne voyez pas très bien. Je vais à peu près essayer de le mettre ici en vert. Voilà. Vous remarquez que c'est une entreprise qui ne s'autofinançait pas jusqu'au mois jusqu'au mois de septembre 2023. OK? Maintenant, on espère qu'au-delà du mois de septembre 2023, on pourra avoir quelque chose de plus en plus élevé en termes de marge. Dans tous les cas de figure, même si l'entreprise ne s'autofinance pas, regardez si la perte est de moins en moins élevée. Quand on a une perte de moins en moins élevée, ça veut dire qu'on gagne de plus en plus d'argent. OK? Donc ici, il y a de grandes chances que Palantir s'autofinance sur les années à venir, en tout cas à partir de maintenant. Mais attention, l'autofinancement, ça ne veut pas dire qu'on a des EBITDA positifs. Première chose, c'est vrai que EBITDA positif, c'est bien, mais je vais vous montrer une chose, une curiosité. Comment est-ce qu'une entreprise peut avoir des free cash flow positifs avec des EBITDA négatifs? Franchement, je vous dis la vérité, c'est pas possible. En fait, la seule raison pour laquelle elle a des free cash flow positifs par rapport aux EBITDA, laissez-moi vous dire que free cash flow égale à net income plus dépréciation et amortissement moins dépenses en capital. Donc la différence entre free cash flow et net income, c'est généralement la dépense en capital. Donc, généralement, c'est généralement ici la dépréciation amortissement. Et une entreprise peut parfois déprécier plus qu'elle en a réellement besoin pour la dépense en capital. Or, dans la dépense en capital, il y a la dépense en capital de croissance, il y a la dépense en capital d'investissement. Donc, il faut toujours... dépenses en capital de croissance et dépenses en capital de maintenance. Parce que dépenses en capital d'investissement, c'est également la même chose que croissance. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. D'accord? Sinon, si je suis en train de vous perdre, retournez en arrière. Mettez juste en paramètre 0,75, ça ira moins rapidement. Et une fois que vous êtes en train de le faire, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la top newsletter, ainsi qu'en premier commentaire épinglé, vous avez ici la promotion pour le Black Friday actuel. Si ça vous intéresse, allez-y faire un tour sur les services de Top Invest. Donc, Palantir ne fait pas d'argent. Ou du moins, sur les derniers mois ici, elle ne fait pas 474 millions, à peine 30 millions par là. OK? Et je peux le montrer ici en allant dans les chiffres de la compagnie. Mais je sais une chose, c'est que vous êtes très intelligent ici. Vous êtes assez intelligent pour le faire de vous-même. Simple, allez dans les rapports financiers, recherchez Palantir et appuie d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Vu qu'on est là sur une chaîne qui parle d'analyse quantitative, quantitatif c'est essentiellement présenter les chiffres et le qualitatif c'est faire parler les chiffres. Donc le quantitatif nous permet ici de poser les bonnes questions. Quarterly, ok. Earning, qu'est-ce qu'on présente ici? On descend un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on me présente? Voilà. Donc je cherche ici les net operating income. Ok. Operating activity sur les 9 derniers mois. D'accord? C'est une entreprise qui a eu à peu près 400 millions ici en termes de operating activity. Dans le 400 millions, vous avez ça. Stock-based compensation, c'est simple. J'ai payé des employés en levant avec des nouvelles actions. Donc, le capital a été dilué. Les deux peuvent s'annuler si je dépense également la même chose en rachat d'actions, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici. Donc, c'est-à-dire que quand je vais ajuster, il faut que j'ajuste les free cash flow de ce montant. OK? J'enlève ceci. Et si je l'enlève de ce montant-ci, il est là. Où est-ce qu'il est? Celui-ci, je suis à peine à 70 millions. Et encore, il faut encore ajuster le besoin en fonds de roulement, etc.
Donc, c'est une entreprise ici, en réalité, voilà, dans le 120 millions de bénéfices nets qu'elle a, il y a le besoin en fonds de roulement également pèse énormément. Donc, il faut faire attention avec ces free cash flow. Mais n'ayez pas peur. Vu le niveau de marge brute de cette compagnie, il y a de grandes chances qu'elle ait des marges nettes assez conséquentes dans le futur, au moins 20 à 25% dans le futur. Encore une fois, quand vous allez lire les rapports financiers, vous devez vous poser... Non, quand vous allez lire à peu près les présentations aux investisseurs ou bien écouter les conférences calls, regardez généralement ici si le management vous mentionne quels sont les objectifs ici en termes de marge. Ne l'oubliez jamais. OK? Donc, on revient sur l'analyse quantitative. Donc, les free cash flow ici sont questionnables. Je vous l'ai montré. OK? Donc, si les free cash flow sont questionnables, la dette nette doit être à 0. Ici, on a une dette nette, on a plutôt du cash net. C'est-à-dire que l'entreprise ici a 3 milliards de cash net. Donc, quand on prend ici la dette nette, moins la dépense, moins quand on prend la dette nette, moins, enfin, quand je dis quand on prend la dette nette, quand on prend ici le cash net moins la dette nette, on se rend compte que nous avons une entreprise ici qui a du cash net. OK? Donc, l'entreprise ici a à peu près 3 milliards. Si elle a du 3 milliards ici, la dépense en capital, c'est combien? Capital par rapport au revenu actuel. Elle dépense à peu près 15 millions en revenus. En fait, 2 minutes. Palantir est une entreprise, il y a de grandes chances. Je ne suis pas investi sur Palantir, je ne suis pas un fanatique de Palantir. C'est clair que j'ai également lu quelques lignes de rapports financiers sur Palantir ici. C'est une entreprise, ça ne me surprendrait pas qu'elle ait des marges extrêmement élevées dans le futur, au moins 20 à 30%, que ce soit des marges de bénéfices nets et de free cash flow. Je plancherai même sur du 30% à long terme. C'est possible. La dépense en capital est presque à 0,15%, alors que c'est une entreprise qui rapporte à peu près en termes de revenus, on est aux alentours du milliard, vous avez 15%, vous avez 15 millions de CAPEX, c'est nul. Sauf si on a du CAPEX ici en termes de croissance. Et on va quand même aller vérifier ça ici avec Palantir. Voilà. OK. Je viens à peu près au niveau ici de Financial Testament. On va vérifier. Qu'est-ce que je cherche? Voilà, le CAPEX. J'espère qu'on n'a pas un intangible. C'est un peu comme avec du CGG. CGG, quand vous allez regarder du CGG, le CAPEX ici est moins élevé. Donc, la dépense en capital, en équipement est moins élevée. Mais en réalité, son CAPEX, c'est la dépense en intangible. C'est ça qu'il faut regarder. Vous devez joindre les deux. Sinon, vous êtes en train de faire une erreur sur le CAPEX. Ici, le CAPEX est nul. Presque de rien du tout. Donc, c'est une entreprise qui va s'échanger à des multiples très élevés. À peu près, moi, mon multiple, je ne dépasse jamais 25 fois les bénéfices. Mais également, je sais une chose, nous avons une entité en pleine croissance en date d'aujourd'hui. Donc, il faut également connaître à peu près quelle est la taille du marché et est-ce qu'elle prend des parts de marché. OK? Donc, si je prends l'analyse forecast ici, je me dis ceci. Nous avons un business ici qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices. Elle a du cash net. OK? Ici, je vais mettre ça ici à 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Jamais de la vie. On a fait une analyse tantôt avec Bertrand de la chaîne Revenus et Dividendes. L'analyse portait sur Syntax. Allez-y, regardez de quoi on a parlé, surtout quand on parlait de JP Morgan ici. Je pense que les statistiques en question vous permettent de comprendre à peu près que, voilà, mon minimum du minimum, ça me renforce dans l'idée à payer minimum 10 fois les bénéfices pour une entreprise, maximum 25 fois les bénéfices pour une entité. Donc ici, on se rend compte que si une entreprise, si elle s'échange à 25 fois les bénéfices, je mets apply, ça veut dire quoi? Vu la croissance qui est attendue ici, à partir de 2026, on a du 60%, c'est trop élevé. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est un business qui pourrait être extrêmement sous-évalué aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'après 2026, elle va faire à peu près 60% de croissance entre 2026 et 2028? Ça va dépendre de la taille du marché. Donc, il faut essentiellement utiliser ici de la guesstimation. Alors, ce que je vais faire, je viens sur ce graphique-ci. Je vais regarder la dette nette, etc. Le nombre d'actions, ça augmente ou ça diminue? Ça augmente. OK? Il faut faire attention. Je ne pense pas... Sur les mois à venir, il faudrait que ça reste plutôt stable parce que l'entreprise arrive à s'auto-financer. Je peux comprendre pour les mois précédents. Maintenant, c'est un business que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Je vais faire maintenant de la guesstimation. Et quand je fais de la guesstimation, allez-y, regardez. Plus l'entité ici a des revenus
assez stable, dans le sens où si on a des contrats d'abonnement, des choses comme ça, les bénéfices peuvent être assez stables. Il faudra également aller regarder cela. Maintenant, si je prends à peu près le net income, je ne prends même pas les free cash flow, les net income attendus sur les 3 prochaines années, normalized earning ici sur N+3, on s'attend à 850 millions. Je prends le 850 millions, on me demande de payer à 42 milliards. Une entreprise qui a les capacités de rapporter 850 millions d'ici 2026. Ça me donne un rendement ici de combien? 42,85. Ça me donne un rendement de combien? À peu près 2%. Ce n'est pas satisfaisant pour moi. Donc, je me dirais que cette compagnie-ci, pour moi, est surévaluée en date d'aujourd'hui. Rappelez-vous, avant, elle s'échangeait à 3 fois moins, avait un prix 3 fois moins élevé que ça, donc 3 fois plus élevé que le rendement actuel. Donc, on fait x3. Donc, quand l'entreprise s'est échangée à 7 fois les bénéfices, ici, ça ne prenait pas en considération une énorme croissance. Donc, je dirais ceci. L'analyse qu'on fait ici aujourd'hui sera faussée si les marges sont de plus en plus élevées. Si on attend à peu près en 2026 850 millions en termes de revenus, revenus sales, médiane, 1, 2, 3, c'est en N+2, n'oubliez pas, on prend à peu près 850 divisé par 2, 6, 4, 0, ça donne à peu près 32% de marge. OK? Ce qui est déjà beaucoup. Si on prend 32% de marge ici, on va se dire que même si on prend le cash ici de 3 milliards, c'est pas assez. OK? C'est vraiment pas assez. Le prix est trop élevé. Idéalement, si je prends le 850 millions en question, j'arrondis, hein, voilà, 8% de marge bénéficiaire, 10 milliards divisé par le nombre d'actions ici. On a un nombre d'actions à combien? 2 milliards 230 divisé par 2, 2, 3, 0. Je ne paie, enfin, il y a de grandes chances qu'on dise ici que je ne paierai pas plus de 4 dollars par action ici, mais j'ai pris à peu près 8% de rendement. OK? Si je multiplie ça par 2, ça représente à peu près 25 fois les bénéfices. 8% de rendement divisé par 2, ça fait 4%. 4% ici, c'est 25 fois les bénéfices. Si je fais multiplier par 2, ça donne à peu près 9,52 €. Donc, au prix actuel, je pense que Palantir le prix est très élevé. Si on revient nous chercher aux alentours de 10 dollars, peut-être on pourrait réfléchir. Mais voilà, tout va également dépendre de la possibilité d'augmentation des marges. Parce que je ne sais pas, si Palantir a des marges de 50-60%, le chiffre actuel est totalement faux. OK, peut-être que l'entreprise est correctement évaluée ici, parce que rappelez-vous, on a du 32% ici. Si les marges sont 2 fois plus élevées que ça, c'est-à-dire qu'on a des marges de marge nette de 62%, dont le prix actuel devrait être aux alentours ici des 19 dollars. Donc, correctement évalué par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026. En tout cas, une entreprise de croissance, on ne l'achète jamais à un prix qui implique la croissance, en tout cas chez nous. Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je dis toujours une chose. On va regarder à peu près qu'est-ce que le management attend par rapport aux marges, qui sont les compétiteurs, qu'est-ce qu'elle fait exactement. N'oubliez pas, le Black Friday se termine le 24 du mois de novembre à 23h59. En lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez un moins 50% sur tous les services de Top Invest. Je vous laisse aller voir ça ici. Pour ça également, n'oubliez pas, la Top Newsletter, c'est toujours 0 $. OK? Même à 50% moins que ça, c'est toujours 0 $. Donc pour moi, Palantir, je préfère rester sur les lignes de côté. Le prix qu'on avait ici à 7 $ était très très bien. Et vous voyez que l'analyse quantitative permet de poser les bonnes questions. L'analyse qualitative ici permet, enfin, ça pose les bonnes questions. L'analyse qualitative ici permet de répondre à ces questions-là. Donc n'oubliez pas une chose, si Palantir, quoique quantitativement surévalué, pourrait être intéressante ici si on lit les rapports financiers, on comprend le business et qu'on a à peu près, on remarque ici qu'on a à peu près une possibilité d'augmentation des marges, on a confiance au management, etc., etc. En tout cas, pour moi ici, je crois d'abord aux chiffres avant de croire à autre chose. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.